Je propose qu'on passe directement à l'élément 4, puisque les autres éléments, on en a déjà parlé. Yes. Et sur ce, quel est le résultat en fait de tout ça? C'est-à-dire, tu as développé tes compétences, tu as investi sur des éléments qui sont rares, tu as fait la pratique délibérée, tu as développé vraiment une compétence qui est à la fois rare et utile. Qu'est-ce qui va se passer après? Là, justement, c'est intéressant, c'est que il parle d'une loi, de Law of Financial Viability, en gros, qui est finalement une sorte de validation, de te dire, attention, en fait, t'as gagné en autonomie, t'as pris des compétences. Maintenant, la next step, c'est de prendre le contrôle de ton environnement et prendre et avoir le choix de faire ce que tu as envie de faire. Mais il y a une sorte de validation qui te dit euh, comment tu investis tes compétences. Bah, la réponse, c'est en faisant ce que les gens sont prêts à payer. Et c'est là où le concept d'argent est intéressant, puisque en fait, l'argent, c'est quoi? C'est finalement un indicateur assez neutre. C'est-à-dire que si les gens sont pas prêts à payer pour ce que tu fais, en fait, tu leur t'as aucune valeur dans tes compétences. Enfin, aucune valeur, c'est peut-être un peu binaire, mais t'apportes pas suffisamment de valeur à un instant T pour te permettre de prendre le contrôle et de vivre de ce que tu as envie de faire. Et c'est là où c'est important et c'est très très lié avec tes compétences. C'est-à-dire que si tu développes tes compétences dans ton coin, tu t'émancipes, par exemple, tu es dans une entreprise et tu t'émancipes complètement de cette entreprise pour lancer ton business en ligne typiquement, mais qu'en fait tu t'es pas assuré derrière que les gens étaient prêts à payer pour ce que tu fais et tu leur créais suffisamment de valeur et tu répondais suffisamment bien à leurs problématiques et à leurs besoins. Si tu n'as pas validé ça avant, en fait, c'est un des pièges qu'il évoque dans le bouquin. Bah, le piège, c'est que tu puisses pas valider ça et que en fait, tu retournes à la case départ. Ouais. Toi, tu évoquais la partie effet de levier. Peut-être que tu peux en parler un peu plus. Je trouvais ça intéressant avec les exemples que tu me donnais. Donc les gens qui ont suivi ma chaîne YouTube savent que j'ai un intérêt en particulier pour l'idée de négociation. J'avais fait des vidéos sur un film qui s'appelle Night Call, où en fait on voit le personnage au départ comment il débute dans le milieu, il va vendre des trucs à une chaîne de télé, il vend des émissions à une chaîne de télé. Et au départ, il arrive et elle lui fait OK, ça je te le prends pour mettons 100 dollars. Et lui fait oui mais non. Elle fait non, c'est 100 dollars. Tu le prends ou tu te casses. Mettons, si tu pars et tu le vends pas chez nous, tu peux le vendre nulle part ailleurs. Donc il n'a aucun effet de levier, il n'a aucun pouvoir dans cette négociation. Il est obligé d'accepter les termes qu'on lui dicte. Et à la fin du film, il revient et évidemment, il a acquis un effet de levier, il a acquis en fait une exclusivité, un contenu voilà, que la chaîne désire. Et donc, c'est lui, il a du coup tout l'effet de levier de son côté. Il a le pouvoir, au contraire, de refuser la négociation et de partir voir ailleurs. Donc, il a mis toutes les cartes de son côté. Il a les cartes en main par rapport à la négociation. Et en fait, l'ensemble de notre économie fonctionne sur un système d'offres et de demandes qui fonctionne aussi sur un système de négociation, en fait. C'est-à-dire que si tu as les cartes en main, tu as les compétences rares, tu peux prendre le contrôle de ton environnement en étant capable de négocier ça. Un exemple intéressant, si on revient sur un truc entrepreneurial, moi j'aime beaucoup comprendre l'origine des YouTubers. Et un youtubeur vraiment intéressant, c'est Casey Neistat, qui est un grand vlogueur américain qui fait un truc super cool, un vlog où il est à New York, il se filme sa journée, il fait des milliers de dollars par jour avec son vlog, enfin c'est génial. Mais si tu regardes l'histoire de ce mec, et en particulier, il y a une vidéo vachement cool qui s'appelle Casey Neistat What You Don't See sur la chaîne Nerdwriter. Tu découvres en fait comment il a développé cette chaîne. Et en fait, avant de développer cette chaîne, il avait passé des années à faire des petites vidéos dans son coin. Il avait ensuite vendu une émission sur HBO. Il avait développé un style de storytelling totalement unique, basé sur son petit caméscope, un truc un petit peu artisanal, etc. Et en fait, ça lui a pris des années, et en particulier, ça a pris l'arrivée de la plateforme YouTube pour faire levier en fait et pour lui permettre d'utiliser ses compétences à une telle échelle. Parce qu'au final, au départ, un mec qui est capable de faire des vidéos de manière un peu artisanale, euh, il a pas un effet de levier énorme sur ce qu'il fait parce que ça va être compliqué de vendre son émission à la télé. Il avait réussi à faire une émission sur HBO, mais il y avait une limitation. Versus tout à coup, ce mec, tu lui donnes un levier et tu le mets sur YouTube et il peut faire une vidéo par jour avec un style totalement unique qui lui est propre. Et voilà, c'est un truc qui a été développé sur 10 ans. Donc, on revient à la fois sur l'idée de développer des compétences et à la fois de trouver le bon effet de levier, le bon endroit où pouvoir vraiment l'appliquer. Et sur ce domaine, juste pour revenir sur les compétences, moi, ce que j'avais kiffé quand j'ai découvert Norman et compagnie, quand Norman fait des vidéos, Cyprien, etc. sont montés.
C'est-à-dire, il y a, mettons, dans les années 2010, quoi. En 2010, ils ont commencé à devenir connus et les gens en parlaient pas mal. Et j'avais été regarder sur leur chaîne YouTube leurs premières vidéos. Et en particulier, Norman, un mec qui s'appelle Hugo tout seul et un mec qui s'appelle Kemar faisaient des vidéos sur Dailymotion, mais quand ils avaient vraiment 14-15 ans, quoi. Et les mecs, ils faisaient des vidéos quand ils avaient 14-15 ans dans leur chambre avec des blagues. Enfin, ça s'appelait le Velcro. Et c'est encore en ligne, ça existe toujours. Et c'est vraiment, c'est eux qui le filment, tu vois. Il y a le son, c'est vraiment le caméscope des papas. Enfin, c'est vraiment. Et tu te dis, putain, ces mecs, ils ont vraiment développé ces compétences-là. Ils ont été au bon endroit, au bon moment sur la plateforme pour vraiment sortir avec un style, avec un humour qui était peaufiné, avec des compétences devant la caméra, etc. Tu vois. Et du coup, ils ont développé étape 1, les compétences. Étape 2, ils sont arrivés au bon endroit, au bon moment avec le bon effet levier. Et étape 3, du coup, ça décolle et ils ont un contrôle énorme. Et aujourd'hui, c'est des mecs qui ont des audiences, qui peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Enfin, Norman, il est parti en tournée dans toute la France. Voilà, il a percé d'un point de vue très rapide sur le domaine de l'humour grâce à ses compétences, grâce à cet effet de levier. Et ça, c'est vraiment intéressant de penser que est-ce qu'au départ, eux, ils avaient prévu qu'ils allaient faire ça? Probablement pas. Tu vois, ça aurait été dur de prédire vraiment ça. Pareil pour Casey Neistat. Est-ce qu'il aurait pu prédire qu'il allait faire des vidéos sur YouTube? C'était impossible. Mais en revanche, ils pouvaient comprendre que tiens, on fait des vidéos, on va essayer de les faire, on va apprendre des trucs, on va s'améliorer. Et au final, ça a apporté ses fruits de cette manière. Et tu peux imaginer que dans un monde différent où il n'y aurait pas eu YouTube, où il y aurait des opportunités différentes, voilà, ils auraient trouvé une manière différente d'appliquer leurs compétences de manière viable, tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, de manière qui puisse toucher beaucoup de monde, rapporter de l'argent. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes ces personnes-là, là, parce que c'est intéressant, les youtubeurs sont quand même ont une belle visibilité, c'est que chacun s'est approprié ses propres compétences. Pardon. Typiquement, tu regardes un Casey Neistat, quand tu regardes, moi, une vidéo qui m'a beaucoup marqué, c'est, il me semble que est-ce que c'était pour Nike? Nike lui a donné un budget pour faire pour faire une campagne de promotion. Bah, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'avec ce budget-là, il a fait le tour du monde en faisant de la promotion pour Nike. Mais en fait, c'est là où il s'est approprié, il a développé ses propres compétences, son propre style. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a que Casey qui sait faire ce qu'il sait faire. Alors, il y a plein de copycats qui existent, même en France, sans les citer, il y a des copycats, mais à l'origine, tout le monde se rappelle que Casey Neistat a développé ces compétences-là de vlog, a instauré un nouveau style et a rendu un peu ses lettres de noblesse à de la vidéo en ayant un vrai storytelling. Et ces vidéos sont quasiment, c'est des mini-séquences de cinéma, quoi, sur certaines des vidéos qui sont. Je me souviens de son premier vlog, c'est assez drôle, parce qu'il avait posté l'autre jour. C'était où? C'était son premier vlog, et c'est en vacances ou non, à New York? Son premier vlog, il était en déplacement, si je me souviens bien, c'était à Amsterdam ou une histoire comme ça. Et dans les commentaires, les gens sont super perturbés. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont perturbés parce que le vlog, ça existait déjà, mais le vlog, c'était uniquement tu tiens ta caméra à la main et tu filmes ta tête. Et dans Casey Neistat, il y a beaucoup de plans où il a posé la caméra et lui il se déplace dans le champ en fait. Et tu le vois se déplacer dans le champ de sa chambre d'hôtel, aller ouvrir la porte. Et il tient pas la caméra et donc tu as des plans totalement innovants qui n'avaient jamais été faits. Et les gens dans les commentaires sont super perturbés. Ils sont c'est vachement fou ce que tu viens de faire. J'ai jamais vu ça dans ma vie. C'est assez drôle de voir que il a apporté un point de vue totalement différent sur ce format en fait. Il a en fait créé un format effectivement qui a beaucoup derrière été repris. Exactement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.